LCL, Banque des entreprises, en France et à l'international, vous présente le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarles pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Dans la presse nationale, il y a d'abord le temps des souvenirs, comme le titre 20 minutes en ce jour d'hommage aux victimes du terrorisme. Le gratuit donne la parole aux rescapés qui disent l'importance d'une telle cérémonie. Il y a aussi le temps d'agir, crise des migrants, l'heure d'agir, c'est la une de Direct Matin, alors que s'ouvre un premier sommet de l'ONU pour trouver une issue. Autre urgence pour l'humanité, cette fois le droit au logement. Virginie Salmen en parlait tout à l'heure. On attend quoi, s'impatiente l'UMA, alors que la Fondation Abbé Pierre lance aujourd'hui une grande mobilisation contre le mal logement. Libération titre la lutte finale pour Hillary Clinton qui roule à gauche, tant sur le salaire minimum que sur la gratuité de l'éducation ou encore la régulation de la finance. Baisse des dépenses publiques, ce que propose la droite, c'est la une du Figaro, quand aujourd'hui nous raconte comment l'État vide les caisses des villes en raclant les fonds de tiroir des communes. Le quotidien préoccupé également par la santé de Jacques Chirac, le clan Chirac plus inquiet que jamais. Chirac est solide, mais on sent qu'il n'a plus trop envie de se battre. La mort de sa fille Laurence en avril l'a profondément affecté. Il n'entend plus grand-chose, se déplace en fauteuil roulant et a beaucoup maigri. Sa mémoire est complètement défaillante. Il vit vraiment au ralenti, confie un intime très abattu. On va s'en remettre donc à une de ces formules que Chirac a toujours utilisées volontiers. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Celle-là était signée de Pierre Dac. Marion Calais, 3-1 de la presse quotidienne régionale ce matin. Quoique dans un dossier antiterroriste à la une du Progrès, une détenue fichée S obtient sa remise en liberté. En cause, un retard de courrier. Le parquet a fait appel. Une audience est prévue aujourd'hui. Difficulté en cascade dans les vignobles. Ça, c'est dans l'Est éclair. Mauvaise récolte égale moins de vendangeurs, égale chiffre d'affaires en baisse pour les commerces locaux comme les supérettes ou les traiteurs. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, un film en immersion dans le cadre du Festival européen du film fantastique. Les Dents de la Mer ont été projetés dans une piscine de Strasbourg. Les spectateurs étaient installés dans des bouées, les pieds dans l'eau. Ça doit être stressant, ça, non ? Même dans la piscine, on ose dire, il y a un truc qui me chatouille. L'histoire du jour, c'est Foncia, le syndic Foncia totalement hors sujet, à côté de la plaque à Nice. Avec ce courrier envoyé le 9 septembre à un couple qui a installé un drapeau français dans son jardin. Nous avons pu constater, je cite, l'installation de votre drapeau. Nous tenons à vous remercier de votre patriotisme, mais sachant que déjà, les de quoi je me mêle, activités, quoi. voilà, d'abord, mais ensuite, sachant que les activités sportives estivales sont terminées, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le déposer pour éviter tout débordement. Fin de citation. Ils savent, Foncia, qu'à Nice, il y a eu un attentat qui a fait 85 morts. Alors c'est vrai, au départ, racontent Michel et Carlo dans Nice Matin, que ce drapeau, ils l'ont sorti pour la finale de l'Euro, puis pour le 14 juillet, et puis ils l'ont laissé, évidemment, après l'attentat de Nice. La démarche prenait une autre dimension. C'est notre façon d'honorer la mémoire des victimes. Excédés donc par ce courrier, Michel et Carlo l'ont publié sur Facebook. En quelques heures, il s'est retrouvé sur Twitter avec plus de 8000 commentaires. Le groupe Foncia, littéralement submergé, en est venu à se désolidariser du syndic local. Bah oui. Et le président du groupe d'assurer dans Nice Matin que le couple pourra conserver le drapeau dans son jardin et au passage de présenter ses excuses à Michel Ils sont et Carlo. sympas chez Foncia. Si vous devez déjeuner, que vous êtes chez Foncia, donnez-leur le menu avant. Il se peut qu'ils ne soient pas complètement d'accord. C'est donc à lire dans Nice Matin. Axel de Tarles, la France perd la tête. Vous nous parlez de ski et c'est à lire sur le site du Dauphiné Libéré. Exactement, puisque la France a été détrônée par les États-Unis en tant que première destination mondiale de ski. Nous étions numéro 1, nous ne le sommes plus. Pourquoi ? Bien parce que l'hiver dernier, la fréquentation a baissé, Manque moins de de neige, 3%. Voilà, manque de neige. Du coup, les Américains nous sont passés devant. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à Noël qu'il n'y avait pas eu beaucoup de neige, donc la saison a commencé très tard. Alors naturellement, ce sont les stations de basse altitude qui souffrent le plus dans ces cas-là. Alors on a eu les chiffres, là c'est pour la saison l'hiver dernier. Jura, moins 23%, on parle de journée skieur. Bon, vous passez une semaine au ski, ça fait 6 journées skieurs, donc moins 23%. Les Vosges, moins 16%. Massif central, moins 15%. Pyrénées, moins 7%. Quand même, hein. Et évidemment, la Savoie et la Haute-Savoie, elles s'en sortent parce qu'il reste de la neige là. Savoie plus 1, Haute-Savoie plus 0,1. Voilà, mais cette absence de neige est quand même problématique pour l'avenir des stations de ski. Alors, vous savez que le Mais Club c'est Med... toute une économie avec le réchauffement climatique qui va péricliter là, les stations de moyenne montagne. Alors justement, donc d'où cette question, pourquoi est-ce que le Club Med continue d'ouvrir ? Ils vont en construire 3 autres là, des villages dans les Alpes. Eh bien justement, ils ne parlent plus de villages
village de ski. Il parle de village de montagne avec, il propose toute une palette, voilà, du spa, du machin, et ils sont même ouverts l'été. Et l'idée, c'est de se déskier, je ne sais pas comment dire, mais c'est d'être moins dépendant du ski, qui malheureusement, on peut de moins en moins en faire. Voilà, en tous les cas, à Noël, ça devient problématique. Eh oui, c'est sûr. Voilà, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce sujet? Non, y aura-t-il de la On est neige à toujours dans Noël? les Autrichiens pour terminer sur une note positive. Ah bah voilà, sauf aux Jeux Olympiques en ski, parce qu'ils sont loin devant en général. À la une de la presse américaine, on va en direct à New York retrouver notre correspondant Xavier Yvon. New York secoué par une bombe ce week-end, une attaque au couteau dans le Minnesota. La presse américaine s'interroge. Xavier, quel impact ces événements vont-ils avoir sur la campagne? Bah oui, avec cette grande question, est-ce que c'est la surprise d'octobre dès la mi-septembre ? Alors ça vous paraît abscon, mais c'est très sérieux parce que la surprise d'octobre, c'est un concept américain. C'est le serpent de mer qui revient tous les 4 ans. En fait, c'est comme ça qu'on appelle l'événement imprévu qui chamboule toute la campagne dans le dernier mois et qui peut faire changer le destin de l'élection. Alors je vous fais un peu d'histoire. L'expression a été inventée en 1972 quand Richard Nixon annonce la paix au Vietnam à quelques jours du scrutin et il est réélu. Et à chaque élection, depuis, il y a comme ça un imprévu plus ou moins important. Alors en 2008, par exemple, c'était la crise financière soudaine qui profite à Obama face à McCain. Et donc, à chaque campagne, la presse se demande quelle sera la surprise d'octobre cette fois-là. Alors pour l'épisode Trump-Clinton, il y a plusieurs scénarios ou scénarii. Le magazine New York Observer a listé les plus probables. Je vous en cite quelques-uns. Ça peut être des révélations embarrassantes de Wikileaks sur Clinton, parce que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, l'a promis. Ça peut être un problème de santé important. Alors ça, on y a eu presque droit. Voilà, pourquoi tu tousses ? Et surtout, une attaque terroriste comme à Paris, Bruxelles ou Orlando. C'est surtout ça qui pourrait cette année changer la donne. Ça pourrait profiter à Donald Trump et à son discours ultra sécuritaire. Je vous rappelle qu'une de ses solutions, c'est d'empêcher tous les musulmans étrangers d'entrer aux États-Unis. Et d'ailleurs, le milliardaire a tout de suite réagi samedi soir en se disant peut-être qu'elle était là, la surprise d'octobre. Samedi, il était en meeting. On ne connaissait pas encore la cause de l'explosion. Aucun officiel ne s'était exprimé. Mais ça n'a pas empêché Donald Trump de dire tout de suite c'est une bombe et de dire dans la foulée qu'il fallait être dur et vigilant, etc., etc. Donc octobre en septembre, il y a peut-être plus de saison. Ça s'emballe cette campagne américaine J-50 et on continuera jusqu'au bout avec vous Xavier Yvon. En attendant, nous on va regarder la télé loin de chez nous sur France 4 à 20h55. Oui, si je vous dis que cette nouvelle série française se déroule en Afghanistan en 2012, vous attendez à des scènes de guerre, des coups de feu, vous avez raison, enfin presque. Halte au feu! Écoutez, vous entendez quelque chose ou pas? Bah non. Alors je peux savoir sur quoi vous tirez, bordel? Alors loin de chez nous, c'est tout sauf une fiction sur la guerre, évidemment, c'est avant tout une comédie. On assiste en fait aux derniers jours sur le terrain pour les militaires français. Et il y a une journaliste qui vient assister au déménagement des troupes qui sont dirigées par le capitaine Bellec qui est un peu nerveux. Oh mais elle est où cette putain de journaliste aussi là? Elle croit qu'on est à sa disposition, qu'on va lui dérouler le tapis rouge, qu'on a que ça à foutre? Merde! Elle est là déjà. Bonjour. Ah, je vous avais pas vu. Entrez. On vous a souhaité la bienvenue, non? Bah, je crois que vous voulez le faire. Voilà. C'est pas après vous qu'il en avait, rassurez-moi. Non, c'était pas après moi. Alors, la réussite de cette série, justement, c'est un va-et-vient constant. D'abord entre la comédie, mais aussi une vision qui est très réaliste du quotidien des militaires. Et ça marche sans doute parce que le réalisateur, qui est aussi comédien dans la série, Fred Scotland, a servi 2 ans dans l'infanterie marine. Donc, il s'est servi de son expérience. Alors, il dit d'ailleurs, non sans humour, que le plus difficile a été de reconstituer le paysage afghan sur un parking de Brie-sur-Marne en hiver et sous la neige. Tout ça pour vous dire que la série a bénéficié d'un tout petit budget, mais en fait ça ne se voit pas tant que ça. La réalisation elle est parfaite, notamment dans les scènes de combat. Les dialogues sont enlevés et souvent politiquement très très incorrects et sont surtout portés par des acteurs formidables, dont Grégory Montel que vous venez d'entendre, qui est l'acteur qu'on avait découvert dans 10%, qui jouait un des agents que j'avais trouvé formidable et qui vous étiez même un petit peu amoureuse de lui. Un petit peu, ouais, je l'avoue. En fait, pour tout vous dire, loin de chez nous, c'est quand même la très très bonne surprise de la fiction française pour cette saison. Et c'est donc à voir ce soir à 20h55 sur France 4. Puis une autre série, Mister Robot, c'est ça, sur France 2, 22h40. Exactement. L'acteur a un Emmy Award cette nuit. Là. Exactement, c'est absolument extraordinaire dans le milieu de la cybercriminalité. Je vous le recommande grandement. Que de bonnes choses à la télé ce soir. C'est pas tous les soirs, profitez-en. À demain, les amis.